Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Incident au sein d'un établissement scolaire à Conakry. 2 élèves sont blessés après qu'ils ont été atteints, selon nos informations, par une balle tirée d'une arme à feu. Les enquêtes sont ouvertes pour élucider les circonstances de l'incident. La direction du Fonds de développement social veut s'assurer de la bonne prise en charge de ces patients. Une mission du Fonds s'est rendue dans certains centres hospitaliers et dans les pharmacies partenaires. Le constat de l'équipe à suivre dans un instant avec Sona Sagno. Et puis c'est la joie dans la commune urbaine de Mandiana. La localité bénéficie de la première phase du projet d'adduction d'eau potable dans les préfectures du pays. Plusieurs ménages seront desservis grâce à cette action soutenue par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le président de la République a reçu au palais Mohamed V le panel d'experts dont il avait instruit la mise en place lors de son adresse à la nation du 31 décembre. Une délégation introduite par le président du CNT en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République et de certains conseillers nationaux. Moussa Daraba. C'est un président de la République plus que jamais déterminé qui a reçu au palais Mohamed V en présence du président du CNT, le docteur Dansa Kourouma, et du ministre secrétaire général de la présidence, le général de division Amara Kamara, le panel d'experts mis en place suite à ses hautes instructions données lors de son adresse à la nation du 31 décembre dernier en vue d'offrir à la Guinée sa nouvelle constitution issue du peuple. Un pas de géant franchi vers le retour à l'ordre constitutionnel, mais cela ne se fera pas en perdant de vue l'objectif clair que se sont fixés nos autorités: bâtir des institutions fortes, capables de résister au temps et à la tentation des hommes. Cette rencontre a d'abord été précédée par la cérémonie d'ouverture des travaux, présidée par le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence. Dans son discours prononcé au nom du chef de l'État, le général de division Amara Kamara est revenu sur le contexte. Le 5 septembre 2021 reste gravé dans nos mémoires comme le jour où nos forces de défense et de sécurité ont pris la responsabilité de préserver l'intégrité de notre pays. Ce jour-là, des actions courageuses de nos défenseurs de la patrie ont conduit à la suspension de la Constitution en vigueur, tout en respectant fidèlement l'ensemble des accords, traités et conventions signés par notre nation. Dans cette période de refondation, nous avons eu l'opportunité de repenser notre cadre institutionnel afin de légitimer nos actions de gouvernance. C'est ainsi qu'une charte de la transition a été promulguée, ouvrant la voie à la création d'institutions solides qui régissent notre vie nationale. Ces institutions que nous avons construites ensemble sont désormais les piliers de notre démocratie renaissante. Aujourd'hui, nous assistons au lancement des activités d'un panel d'experts chargé de relire un avant-projet de constitution qui fera l'objet de discussions approfondies. Ce projet, qui est le fruit d'un travail acharné et d'une volonté commune, a été élaboré avec le souci constant d'intégrer les aspirations de chaque citoyen guinéen sous la vision éclairée du président de la République, le président Mamadi Doumbouya. Les conseillers nationaux ont parcouru notre vaste territoire pour recueillir les opinions et les souhaits de notre peuple. Cette démarche, en parfaite adéquation avec la vision du président, vise à doter notre pays d'une constitution non seulement qui nous ressemble, mais aussi qui nous rassemble. Je tiens à rendre hommage à l'ensemble des conseillers nationaux et à tous les acteurs qui ont investi temps et énergie dans ce travail colossal. Le manque de solidité des constitutions précédentes, ainsi que l'absence d'une véritable prise en compte des aspirations de notre peuple, ont été les principales causes des crises que nous avons traversées. En apprenant des erreurs du passé, notre président a une fois de plus donné mandat au Conseil national de la transition pour descendre sur le terrain et s'assurer que la voix du peuple soit entendue. Ce dont nous sommes certains est l'engouement qu'a suscité la tournée de vulgarisation à travers le pays, mais aussi à l'extérieur. Nous sommes aussi sûrs que de nouvelles
contributions aussi pertinentes et enrichissantes ont été formulées pour améliorer le travail initial qui avait fait l'objet de vulgarisation. Je voudrais ici inviter Monsieur le Président du Conseil national de la transition à intégrer les nouvelles observations et les mises à jour issues de notre dernière tournée, avant même que le panel des experts ne débute ses travaux, pour rester conforme à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ce processus est bien plus qu'un projet. Une constitution robuste est un fondement essentiel pour garantir la pérennité de notre démocratie et la protection des droits de tous les Guinéens. Il est donc impératif que ce travail que nous entreprenons ensemble soit bâti sur des principes de transparence, d'intégrité et d'inclusion. Le président de la République a pris la sage décision de soumettre l'avant-projet à une relecture par un comité d'experts nationaux reconnus pour leurs compétences et leur savoir-faire. Cela témoigne de son engagement envers l'excellence et sa volonté de garantir que ce texte fondateur soit le reflet fidèle des aspirations de notre peuple. Prenant la parole, le président de la République a d'abord salué le travail remarquable du Conseil national de la transition. Puis, il a invité le groupe d'experts composé d'éminents magistrats, d'économistes, d'acteurs de la société civile et de juristes de renom à mettre la Guinée au-dessus de toute considération partisane. Inclusivité, patriotisme, transparence et don de soi pour la Guinée sont les dénominateurs communs qu'il a recommandés à ses hôtes pour aboutir à ce processus de transformation sociale, économique et politique cher à lui et qu'il voue pour la Guinée. Le président du CNT, qui a introduit ce comité consultatif auprès du chef de l'État, revient sur le processus de choix et le profil des compatriotes investis de cette noble mission. C'est dans la mise en œuvre de cette orientation que nous avons identifié, sur la base des principes d'exigence intellectuelle mais aussi d'expérience professionnelle, 9 experts nationaux composés d'universitaires, d'anciens présidents d'institutions de la République, notamment de magistrats, mais aussi de juristes, pour travailler dans le cadre de la matérialisation de cette vision stratégique du président de la République. Dès après le lancement, comme le sujet est un sujet d'intérêt national qui tient à cœur au président de la République, nous avons été reçus au grand complet pour donner les grandes orientations et motiver le choix de ces experts et décortiquer la mission qu'ils auront la responsabilité d'accomplir au nom du peuple de Guinée et au nom de l'ensemble des institutions de la République. À la sortie de cette audience, nous remercions Monsieur le Président de la République pour les sages conseils qui ont été prodigués. Le chef de l'État veut une meilleure qualification de la nouvelle Constitution, comme il l'a annoncé lors de son adresse à la nation. Citation. « Il est de mon devoir de m'assurer que le projet final qui sera soumis à référendum reflète pleinement et sans réserve les réalités sociopolitiques, les aspirations de développement et les ambitions des générations futures. C'est pourquoi j'envisage de recueillir l'avis d'un panel d'experts guinéens reconnus et incontestables en matière constitutionnelle sur l'avant-projet de constitution avant que le projet de constitution ne me soit transmis officiellement par le CNT. Ce panel d'experts sera chargé de faire des propositions d'amélioration afin de nous éviter, lors de la campagne référendaire, de débattre de l'inutile pour aller à l'essentiel en vue de l'adoption définitive de la Constitution par le peuple souverain de Guinée. L'objectif de cette démarche est clair et simple. Disposer d'une Constitution solide, socle de notre avenir commun. Fin de citation. Ainsi, sera réécrite l'histoire et seront posées les bases d'une véritable refondation, celle d'une Guinée exorcisée de ses vieux démons que sont l'ethnie, la région et la religion. La prochaine constitution devra donc servir de rempart pour atteindre cet idéal, constituer surtout le véritable socle d'un avenir commun où la Guinée connaîtra assurément de meilleurs jours.
Merci à Moussa Daraba. Audience du président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, a reçu lundi une délégation d'investisseurs togolais et ce mardi, l'ambassadeur d'Égypte en Guinée. Ces différents hôtes ont exprimé au président du CNT leur volonté de renforcer la coopération bilatérale avec la Guinée. C'est un compte rendu de Abdel Diallo. Tout d'abord, c'est l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Guinée qui vient rencontrer Dr Dansa Kourouma. Au menu des discussions, le renforcement des relations bilatérales entre Conakry et le Caire. Le diplomate égyptien a saisi l'opportunité pour présenter à l'organe législatif l'intention de son pays à accompagner la Guinée dans divers domaines stratégiques. Il s'agit notamment de la dynamisation de la coopération sud-sud à travers les parlements des deux pays visant à instaurer une relation plus féconde. Il y a un projet qu'on essaye de faire un groupe d'amitié entre les deux parlements et on va travailler dessus parce que vous savez, les relations entre les parlements, ça renforce les relations entre les pays. C'est pas seulement les relations entre les ambassades, mais il y a aussi les parlements, ça représente les peuples. Et parfois, il y a des problèmes des petits problèmes. Que c'est toujours avec les parlements, ça passe plus vite. Alors on va travailler dessus. Ce groupe d'investisseurs togolais qui a été reçu en audience par Dr Dansa Kourouma. Dans leur agenda, ces Togolais offrent plusieurs opportunités d'investissement aux différents acteurs économiques guinéens. Les échanges ont porté sur de divers sujets et de diverses opportunités d'intervention dans le secteur d'investissement, notamment les logements sociaux, les infrastructures routières, l'industrie, l'agroalimentaire. Dr Dansa Kourouma salue l'esprit d'ouverture de ses hôtes et les rassure de la détermination de son institution à accompagner toute initiative visant à favoriser une coopération bénéfique pour chaque partie. On en vient maintenant à ce programme d'aguerrissement commando pour les sous-officiers de l'armée guinéenne. Pendant plusieurs mois, ces militaires d'élite ont été soumis à de rudes épreuves physiques et mentales, ce qui leur a donc permis d'acquérir des compétences essentielles pour l'accomplissement de leur mission. Ils reçoivent leur diplôme au cours d'une cérémonie grandeur nature aux écoles militaires de Manéa. Adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. L'AGA, c'est la dénomination de cet aguerrissement commando. Il est destiné aux sous-officiers des forces armées guinéennes en vue d'améliorer leurs capacités opérationnelles. Pendant plusieurs mois, ces stagiaires ont acquis des connaissances théoriques et pratiques axées sur les techniques de commandement en situation difficile et le renforcement de la cohésion au sein d'une troupe au combat. Aujourd'hui, ils reçoivent leur brevet de fin de stage aux écoles militaires de Manéa. Nous sommes convaincus que ce que vous venez d'acquérir comme capacité vous sera utile, non seulement dans cette école, mais aussi au-delà. À messieurs les instructeurs qui ont accepté de sacrifier leur temps, sans réserve aucune, afin de donner la meilleure qualité de formation, ce que vous avez accompli, nul besoin de rappeler que c'est aussi une démonstration de votre sens élevé de patriotisme. Soyez-en remerciés. Ces formations souvent modulaires et adaptées en fonction de l'unité sont à base de renforcement de la condition physique, d'apprentissage des techniques particulières, techniques de combat, commando, techniques d'évolution en montagne, etc. Par des cours adaptés, tirs spécifiques, en pirogue, avec des forts dénivelés, etc. Déplacement en fonction du terrain, vie en campagne, adapté à l'environnement. Initié par la hiérarchie militaire, ce stage d'aguerrissement vise à accroître les capacités opérationnelles des soldats pour mieux accomplir les missions de défense et de sécurité. Les stagiaires se disent déterminés à assumer leur rôle au sein d'un groupe de combat. Le stage d'aguerrissement, ça se vu. Seuls les guerriers peuvent parcourir. Ce n'est pas qui le veut, mais qui le peut. Je remercie l'encadrement. De fait, ils m'ont donné le courage de tenir jusqu'à maintenant là. Personnel féminin dans un stage, ça remonte le moral des hommes. L'ambiance était totale du début jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'on a traversé tous ces moments durs et forts ensemble et ça nous a permis aussi de cultiver la cohésion, l'esprit d'équipe et surtout
le dépassement de soi. Ce programme d'aguerrissement prépare les soldats à opérer dans des environnements complexes et extrêmes. Il contribue également à maîtriser la fatigue et le stress tout en développant des qualités essentielles telles que l'audace, l'intrépidité, la prise de risque et la capacité de poursuivre une mission avec des moyens. Et pendant ce temps, le directeur général de la police nationale poursuit son offensive vers les agents déployés dans l'arrière-pays. Cette démarche apporte un nouvel espoir aux autorités locales, ces autorités qui expriment le besoin pressant d'un renforcement en personnel et en moyens logistiques pour assurer une meilleure protection des citoyens. Colonel Morikaba. Cette première rencontre entre le général de division Guéna Bassoli Camara et les forces de défense et de sécurité de l'intérieur du pays, ainsi que les autorités locales, marque une étape significative dans l'amélioration de la sécurité à l'intérieur du pays. Au cours de cette rencontre, les autorités locales ont saisi l'opportunité pour interpeller le directeur général de la police nationale sur les défis sécuritaires en insistant sur le besoin urgent de renforcer la présence policière et d'améliorer les moyens logistiques. Et si je vois aujourd'hui le directeur national de la police dans ma région, alors ça me rassure et ça me donne vraiment le sentiment que nous sommes vraiment bien tenus dans ce cadre de la sécurité. Nous sommes là avec vos hommes, tout se passe bien. Quand c'est une grande région, on a une grande frontière. Donc tout ce qu'on peut vous demander en tant qu'autorité régionale, c'est vous demander d'augmenter le nombre de policiers dans la région. Des dispositions sont en cours pour étoffer les effectifs et renforcer les moyens logistiques afin d'améliorer la stabilité et la sécurité dans ces zones. La ponctualité au sein du service. Les 3 semaines passées, j'avais envoyé des messages au niveau des DRP pour le contrôle des personnels. Ceux qui n'étaient pas là, ils ont couru venir se faire contrôler, après ils ont disparu. Et c'est ce qui m'a poussé de sortir, venir toucher la réalité. Et je vous dis, je vais l'assumer aujourd'hui, demain et après-demain, que ceux-ci vont dire au revoir à la police. On ne peut pas continuer à payer les gens, ils sont couchés chez eux, les autres travaillent à leur place. Je n'accepterai pas. Cette visite du directeur général de la police nationale illustre une volonté ferme de renforcer la sécurité à l'intérieur du pays. Et puis je le disais au sommaire de ce journal, c'est un incident qui a focalisé toutes les attentions ce mardi au sein de l'établissement scolaire Sainte-Marie de Nongo. Il était environ 11 heures lorsqu'un bruit plonge l'établissement dans la stupeur. Un élève vient ainsi, selon nos informations, de tirer avec une arme, faisant 2 blessés parmi ses camarades. Les victimes sont transportées à l'hôpital où elles sont prises en charge. Les détails avec Abakar Diaby et Morla Issouma. À l'école Sainte-Marie de Nongo, située dans la commune de Lambagny, un fait inattendu a secoué le personnel enseignant et les élèves. Un élève de la 12e année sciences sociales a ouvert le feu lorsque ses amis étaient en plein cours. Sur le champ, 2 de ses amis ont été touchés par l'impact de cette arme à feu de fabrication locale. Les 2 victimes ont été transportées d'urgence au centre médical communal de Ratoma pour des soins intensifs. C'était dans une classe 12e sciences sociales où un certain Bangali Kamara a ouvert le feu et il y a eu 2 victimes dans la salle de classe. Falmata Tigui Diallo de la même classe et Alassane Bari. Des blessures des côtes au niveau de bras et de l'avant-bras. Les soins sont administrés à présent au centre de santé de Ratoma où il y aura d'autres soins beaucoup plus appropriés. J'espérais mieux parce que moi j'étais à la fac. On m'a prévenu qu'il y a eu fusillade ici. Je suis venue voir. J'espérais qu'on nous donne plus d'informations et qu'on laisse les élèves sortir. Parce que franchement, ça joue psychologiquement sur l'enfant. Ils sont en classe, ils ont peur et tout. La nouvelle a bouleversé les parents d'élèves et les autorités éducatives de la zone. Aussitôt, des dispositifs ont été mis en place pour sécuriser les lieux de la tragédie.
Aux dernières nouvelles, il y a eu plus de peur que de mal. C'est une première fois dans toute l'institution. En commun accord avec les sécurités compétentes, nous avons déjà pris les mesures idoines pour pouvoir sécuriser l'école dans un premier temps et ensuite trouver d'autres moyens pour enfin pérenniser la sécurité de l'école. Je vais tendre une main franche aux parents d'élèves d'approcher les enfants. Si vous doutez du comportement d'un enfant, cherchez à le ramener vers vous. Cherchez à les fouiller, cherchez à les conseiller ou à les consoler. L'enfant vient à l'école, c'est pour étudier, mais pas prendre une arme contre son prochain. Cette situation effrayante vient ainsi relancer la problématique de la sécurisation des établissements scolaires à Conakry et à l'intérieur du pays. Merci Abakar Diaby. À l'enseignement technique maintenant, les inspecteurs régionaux qui évoluent dans les préfectures viennent de bénéficier d'engins roulants. C'est une initiative du chef de l'État général Mamadi Doumbouya qui vise à booster davantage ce secteur où d'importants investissements sont consentis ces dernières années. C'est un geste historique pour ces inspecteurs qui n'avaient jamais bénéficié d'un moyen de déplacement de cette nature. Tierno Ousmane Diallo. Avec le projet Simandou et l'initiative Simandou Academy, l'enseignement technique renforce à tous les niveaux son dispositif opérationnel afin de répondre efficacement aux besoins actuels et futurs en matière de formation professionnelle. La remise de véhicules neufs tout-terrain aux secteurs régionaux est inédit dans l'histoire de l'enseignement technique. Un signal fort qui décrit une volonté politique de donner à ce secteur éducatif une dimension plus importante dans l'enseignement en Guinée. Les inspecteurs régionaux sont des bras armés du ministère de l'enseignement technique en quelque sorte. Par endroits, c'est très difficile l'accès pour aller faire des contrôles de mission dans les écoles. Donc les inspecteurs, ils fournissent beaucoup d'efforts. Mais avec leur patience, parce qu'ils ont longtemps patienté, et Madame la ministre aussi a jugé utile de les doter des véhicules de service pour qu'ils puissent faciliter leur mission. Ces moyens de déplacement vont rendre les inspecteurs régionaux de l'enseignement technique plus dynamiques avec une obligation de résultat. C'est un événement historique pour notre ministère. Pour la première fois, un engin roulant en faveur des inspecteurs. Imaginez un peu, Bouquet-Ville est à une moyenne de 65 km des préfectures qui couvrent la région. Et avec l'état des routes, et faire ça sur une moto comporte suffisamment de risques. Et remettre un véhicule flambant neuf sorti d'usine 4x4, non seulement ça nous rapproche des écoles, mais ça facilite le déplacement avec un maximum de sécurité. Depuis l'avènement du CNRD, l'enseignement technique a connu de profondes mutations, tant sur le plan des infrastructures qu'au niveau des conditions de travail et d'études. Avec les méga-projets en cours et la vision affichée par les autorités, de belles perspectives sont annoncées pour le secteur de la formation professionnelle. Au même moment, les travaux de la Commission nationale de recrutement et de promotion des enseignants du supérieur sont officiellement lancés à Conakry. La cérémonie est présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. L'objectif pour les autorités est de promouvoir l'enseignant-chercheur tout en qualifiant l'enseignement supérieur de notre pays. Mounir Bari pour des explications. Le consentement éclairé du patient au centre d'une compétition interuniversitaire à Conakry. Ce concours de plaidoyer a réuni les étudiants en droit et en santé venus des différentes universités de la capitale. L'initiative est portée par le collectif interassociatif pour le plaidoyer et la promotion des droits des patients. Elle est partie de plusieurs constats. Les droits des patients sont violés par endroits. Et nous voulons intérioriser la culture du respect des droits des patients à nos futurs cadres. C'est pourquoi il a été identifié au sein des universités des étudiants et étudiantes pour participer à la fois à une formation sur le respect des droits des patients et aussi venir compétir sur la même thématique sur le respect des droits des patients. Plus de 2 heures d'exposés et de débats entre les étudiants sous la supervision des membres du jury. Après la délibération, c'est l'Université générale Lansana Conté qui a remporté le trophée. Sortir gagnante
parmi d'autres universités. Je pense que c'est non seulement la célébration du mérite, mais de la formation de qualité que mon université permet aux jeunes d'obtenir. Et j'encourage même les initiateurs à continuer sur cette lancée. Si la règle principale de droit exige l'obtention du consentement éclairé, c'est aussi important que ces jeunes étudiants en droit et en santé puissent comprendre qu'à côté de cette règle générale de droit, il y a des exceptions sur certaines situations qui permettent aux médecins de différer l'obtention du consentement éclairé et de réaliser les soins nécessaires pour sauver la vie du malade. Cette initiative du collectif interassociatif pour le plaidoyer et la promotion des droits des patients permet aux patients de comprendre le traitement qui lui est proposé afin qu'il donne son consentement. Vous l'aurez donc compris, mesdames et messieurs, c'était le compte-rendu de Marwan Kamara qui nous parlait donc de ce concours de plaidoyer interuniversitaire sur le consentement des patients. C'est une initiative qui vise à promouvoir les droits des malades. Et justement, soucieuse de l'état de santé des malades indigents, la direction du Fonds de développement social a effectué des visites dans les centres hospitaliers et pharmacies partenaires. La mission est allée s'enquérir de la qualité des soins et des conditions de prise en charge des malades indigents. Sona Sagno. Le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence et son équipe ont effectué une mission de supervision dans les centres hospitaliers de Donka et Ignace Dine et dans les pharmacies de garde et conseil pour s'enquérir de la qualité des soins, de la prise en charge des patients indigents et de l'accès aux médicaments. Nous sommes très ravis de tout ce qui se passe sur le terrain, non seulement par rapport à la qualité de la prestation que les structures hospitalières offrent aux différents malades qui sont dans ces structures, mais aussi leur professionnalisme. Au cours de la journée, le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence s'est entretenu avec le personnel médical et administratif. Les inquiétudes ont été posées et des solutions proposées pour améliorer davantage la qualité des services. Le Fonds de développement social et de l'indigence, c'est un partenaire de choix pour le Centre hospitalier universitaire de Donkan. Le directeur général et son équipe, M. Diawara, c'est vraiment une équipe dynamique qui sont ici et qui sont soucieux. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici et puis ils s'enquérissent des patients, ils s'enquérissent du bien-être de leur programme, mais surtout de l'efficience et de l'efficacité. L'hôpital Ignace est un partenaire du Fonds de développement social et d'indigence. Et c'est tout à fait normal qu'ils viennent de temps en temps faire des visites de terrain. Ça permet de consolider les acquis et de corriger les faiblesses. La délégation a visité également les urgences, les salles d'hospitalisation, les pharmacies et les patients ont profité de l'occasion pour exprimer leur satisfaction. Ma fille a été virée, mais je remercie, ils ont pris en charge, je remercie les actions sociales. Je remercie le président Mamadi Doumbia pour avoir pris ma fille à ça. Tout partenariat, il faut des consultations périodiques comme ça pour tirer des leçons de l'exécution du contrat en cours. Est-ce qu'il y a des dérapages, est-ce qu'il y a des manquements? Et je crois que c'est l'objectif de la visite du DG, tout ça nous réjouit. Ces visites de la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence ont permis d'obtenir une meilleure compréhension de l'environnement hospitalier et d'interagir avec les professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des malades indigents. L'inspection régionale de la santé de l'Abbé vient également de tenir son deuxième semestre 2024 du comité technique régional de la santé. Cette session a mobilisé tous les acteurs sanitaires et des partenaires de la région. Ensemble, ils ont fait le bilan du semestre antérieur et proposé des solutions pour améliorer le bien-être des populations. Nabila Moussa Kamara et Sarafoudine Diallo. Durant 4 jours, les professionnels de la santé et les partenaires techniques et financiers ont passé au pain fin plusieurs thématiques, entre autres la revue des recommandations du comité technique de la santé du premier semestre 2024, le niveau d'atteinte des objectifs des indicateurs de santé, les activités hospitalières de la région, la situation financière des FOSA, la fonctionnalité de la chaîne d'approvisionnement en médicaments et les stratégies de renforcement de la mobilisation sociale et l'engagement communautaire. Nous avons fait
le bilan de toutes les activités de santé de la région. Ce qui ressort, c'est que les résultats obtenus dans toutes les préfectures sont vraiment des résultats très encourageants et cela va nous permettre vraiment de continuer avec la même lancée pour pouvoir atteindre les objectifs. Au terme de ce second semestre 2024 du Comité technique régional de la santé, plusieurs recommandations ont été faites pour l'atteinte des objectifs en 2025. Il concerne les hôpitaux, nous avons fait beaucoup de progrès. Donc il y a eu peu d'insuffisance et ce qu'on a eu à créer comme d'insuffisance et nous allons vraiment chercher à nous améliorer afin que vraiment la population se trouve dans des conditions idéales. Nous aimerions aussi que nos partenaires techniques et financiers à nous appuyer, notamment dans la mise en œuvre des activités de masse, comme je l'ai dit, les vaccinations, dans la mise en œuvre des activités de rattrapage, dans la mise en œuvre de tout ce qui est lié aux activités de vaccination et aux activités de CPN. Offrir à la population guinéenne des soins de santé de qualité, ce au-delà des infrastructures, est une priorité affichée par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. J'ai saisi cette opportunité pour vous féliciter des résultats tangibles obtenus dans vos services. Je remercie très sincèrement tous les partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement constant de nos services de santé de la région. Le deuxième semestre 2024 du Comité technique régional de la santé de la baie s'est tenu dans un contexte marqué par la mise en place des réformes engagées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce dans le cadre de la refondation du système sanitaire du pays. Dans l'actualité encore, l'initiative présidentielle de construction et de réhabilitation des trésoreries régionales et préfectorales se matérialise à l'intérieur du pays. Dans la préfecture de Bofa, les travaux ont été lancés ce lundi par les cadres du ministère de l'économie et par les autorités locales. Il s'agit là d'améliorer les conditions de travail du personnel du trésor public et d'offrir un service de qualité aux citoyens. Bakari Bamba Kondé. À Bofa, les travaux de construction de la trésorerie préfectorale sont lancés. Ce matin, les autorités de la préfecture ont posé la première pierre de l'infrastructure. Sur initiative du président de la République, à travers le ministère de l'économie et des finances, ce projet vise à moderniser les infrastructures publiques et à améliorer la gestion financière au niveau local. L'objectif général est de rapprocher les administrations vers les populations à la base. Donc pour un certain nombre de transactions, si les populations étaient obligées d'aller vers la région, c'est-à-dire Boké ou d'aller vers Conakry, la construction de la trésorerie préfectorale fera que les populations dorénavant pourront avoir accès à ces services sur place ici à Bofa. Sur cette superficie de 159,800 mètres carrés, les travaux comprendront la construction de la trésorerie et la résidence du trésorier principal pour une durée d'exécution fixée à 12 mois, financée entièrement par le budget national de développement. Ce sera un bloc administratif qui composera du bureau du directeur du trésor et puis des bureaux composés aussi des toilettes et puis des terrasses. Donc moi, mon objectif, c'est de respecter ce délai et rendre la clé, le délai prévu. Avec cette initiative, l'État espère également renforcer la transparence financière et lutter contre la corruption en améliorant les systèmes comptables et en facilitant l'accès à l'information pour les citoyens. Cela me donne le sentiment d'une mission de refondation effective. Parce que c'est quand vous êtes dans les conditions requises que vous allez faire un bon travail. C'est l'exemple là, le président est en train de montrer aux Guinéens. Quand tu es bien logé, tu as des bureaux corrects, tout de suite tu fais ton travail correctement. Ce projet de construction et de réhabilitation des trésoreries régionales et préfectorales réaffirme l'engagement du chef de l'État envers le développement local et l'amélioration des services publics. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances était ce matin dans les préfectures de Koya et Fourikaria. C'était pour procéder à la pose de la première pierre des trésoreries préfectorales. La démarche vise donc à améliorer les conditions de travail des structures déconcentrées, mais aussi à redorer l'image de l'administration à la base. Mamadi Gassama. Ce sont respectivement les préfectures de Koya et Fourikaria qui ont été choisies par le ministre de l'économie et des finances pour le lancement des travaux de construction et de réhabilitation des trésoreries régionales et préfectorales.
La construction de ces édifices intervient donc comme une réponse aux différentes recommandations issues des immersions à l'effet de doter l'administration déconcentrée d'un cadre de travail idéal. Les régions constituent la plus grande partie de la population où l'essentiel de nos concitoyens vivent. Et donc, il faut une réponse adaptée aux besoins de cette population à la base. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier le président pour sa vision éclairée, remercier le Premier ministre, remercier l'ensemble du gouvernement à l'effet de continuer à consolider un socle de développement à la base pour que nos populations sachent que l'État existe autant à Conakry, autant en déconcentré. Bâtis sur des superficies de 1000 mètres carrés, ces édifices, une fois réalisés, apporteront une valeur ajoutée et contribueront à redorer l'image des administrations à la base. Les travaux qu'on a commencés à Fourkaria et à Koya, c'est le même plan type. L'ouvrage est composé d'un bloc administratif, du logement du directeur préfectoral de la trésorerie de Fourkaria. Le bloc administratif est composé des bureaux individuels, des bureaux partagés, des grandes salles de réception, des salles d'attente et une cave de 2 cabines composée du caveau et le local technique. Cette cérémonie de pose de la première pierre se déroule simultanément dans les 33 préfectures du pays. Elle bénéficie d'un financement du budget national de développement, BND. Merci à Mamadi Gassama. Et puis je le disais tout à l'heure, les travaux de la Commission nationale de recrutement et de promotion des enseignants du supérieur sont officiellement lancés à Conakry. La cérémonie est présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. L'objectif est donc de promouvoir l'enseignant-chercheur tout en qualifiant l'enseignement supérieur de notre pays. Mounir Bari. Les travaux de la session de la Commission nationale et de promotion du personnel de l'enseignement supérieur s'ouvrent à Conakry dans une dynamique de grandes réformes engagées par le département. La rencontre vise à régulariser le processus de recrutement ou encore d'authentification des diplômes. Ceux qui sont détenteurs de PhD, donc de doctorat, et qui veulent enseigner dans les différentes institutions d'enseignement supérieur de la République de Guinée, n'ont pas à faire de concours ni de tests. Ils passent par ces différentes commissions-là pour intégrer les institutions d'enseignement supérieur. La CNRP exhorte tous les recteurs et directeurs généraux à se tenir constamment prêts à assurer avec efficacité la promotion académique de leurs enseignants-chercheurs. Les membres de la commission sont appelés à faire preuve de proactivité et de disponibilité pour promouvoir la recherche scientifique, l'enseignement et l'innovation dans le secteur. Le président de la République a autorisé le recrutement d'enseignants-chercheurs de niveau PhD guinéens et étrangers. Et la session de cette fois va permettre justement de régulariser le processus conformément à nos textes de nos compatriotes guinéens qui ont été recrutés à la fonction publique, qui doivent être évalués par des pairs et aussi au niveau de la CNRP. La Commission nationale de recrutement et de promotion du personnel de l'enseignement supérieur est une instance consultative relevant du ministère de l'enseignement supérieur. Elle reçoit et évalue les demandes de recrutement et de promotion du personnel enseignant, surtout les détenteurs de PhD. La joie est donc immense dans la commune urbaine de Mandiana. La localité bénéficie en effet de la première phase du projet d'adduction d'eau potable dans les préfectures de l'intérieur du pays. C'est une réponse concrète du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, aux sollicitations faites par les populations lors de la récente immersion gouvernementale. Les travaux vont durer 2 mois avec un impact positif, vous allez le voir, sur la desserte en eau dans les ménages de Mandiana. Mamadi Terna Kamisoko. Mandiana, zone minière par excellence où le besoin en eau potable est pressant, surtout en cette période de Ramadan. Le constat a été fait il y a quelques jours par la mission de l'immersion gouvernementale. Quelques jours après, le chef de l'État concrétise la promesse tenue à Mandiana. 3 bornes fontaines seront mises en synchronisation pour desservir toute la commune urbaine. Depuis 10 ans, on criait pour qu'il y ait ça. Il faut aller vers le fleuve Chankarani, réceptionner les tricycles. Un bidon d'eau nous coûtait 1000 à 2000 francs.
Mandiana ne va plus créer les questions d'addiction d'eau. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Mandiana, dans la mesure où nous venons assister au lancement des travaux de 3 bornes fontaines à Mandiana, offerts par son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre des priorités gouvernementales, sera réalisé par l'entreprise Marinex Group dans un délai de 2 mois. Il permettra de renforcer la capacité de production existante en atténuant la souffrance de la population. Marinex Group s'engage à réaliser ce projet avec une garantie dans un délai qui est de 2 mois. Disons en fin avril, ça trouvera que le projet est terminé. On va suivre le cours du projet avec des travaux précis pour qu'on arrive à terminer dans les brefs délais. Suite à la récente immersion gouvernementale qui s'est passée il y a 1 mois, le ministre de l'énergie, de l'hydrocarbure et de l'hydraulique a pu constater le manque d'accès à l'eau potable. Suite à cela, monsieur le ministre, sous sa supervision, nous a mandaté de venir commencer les travaux pour qu'on puisse au moins répondre ces engagements par des actes très concrets sur le terrain. Mandiana devient ainsi le point de départ d'un vaste programme d'adduction d'eau potable dans les villes de l'intérieur du pays, piloté par le ministère de l'Hydraulique. Dans les prochains jours, Bouquet s'apprête à accueillir la même action d'amélioration d'accès à l'eau potable. Et de Mandiana, nous partons pour la baie et nous allons sur place évoquer la lutte contre la dégradation des écosystèmes. L'ONG Guinée Écologie vient de remettre des équipements agricoles dans la localité de Kata, commune rurale de Noussi. Le geste vise à développer des pratiques agricoles plus écologiques et plus respectueuses de l'environnement. Mamadou Alpha Baldé et Sarafoudine Diallo. Promouvoir l'éco-citoyenneté en milieu rural passe avant tout par la fourniture de matériel agricole et avicole en phase avec les besoins des communautés à la base. Dans le secteur de Kata, dans la commune rurale de Noussi, des grillages, brouettes, des semences, mais aussi des ruches et autres sont offerts par l'ONG Guinée Écologie. Nous évoluons déjà depuis une dizaine d'années à Kata et aujourd'hui nous sommes là pour faire une remise de matériel qui va servir aux communautés dans leurs activités génératrices de revenus. Parce que c'est une espèce phare qui est connue ici à Kata, qui est le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest, qui est en danger critique d'extinction. Donc nous appelons vraiment la communauté à œuvrer dans le sens de la protection de cette espèce. Cet accompagnement de Guinée Écologie s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la lutte contre les actions anthropiques dans l'arrière-pays. Depuis longtemps, Guinée Écologie nous assiste dans le domaine de la santé scolaire et autres. Si aujourd'hui, il nous donne ces matériels agricoles, c'est pour nous concentrer sur nos jardins, avec les femmes pour protéger la forêt et ses habitants, surtout les chimpanzés. Ce matin, monsieur le sous-préfet, chère population de Kata, de la remise des matériels avicoles et agricoles à l'association locale qui est là, dans le cadre de la restauration de l'environnement et de la protection des chimpanzés. Au nom de vous les bénéficiaires, nous disons à cette ONG merci et félicitations. Nous nous engageons également en votre nom que ces matériels seront utilisés à bon escient. La protection de l'environnement est un combat de jour. Kata est une zone sensible. Ici, protéger l'environnement permet surtout de maintenir l'habitat naturel d'une importante population de chimpanzés vivant dans le secteur. C'est également un constat. La forêt classée du Mont Ziama dans la préfecture de Massanta est menacée par le braconnage et par l'exploitation non durable des ressources naturelles. Face à ces défis, l'ONG Fauna et Flora et le ministère de l'Environnement lancent un projet d'appui aux communautés riveraines. L'objectif est de promouvoir des activités économiques alternatives et durables. Mohamed Salih Paye est sur place. C'est un projet d'appui aux communautés riveraines financé par l'ONG Fauna and Flora
en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui vient d'être lancé à Massanta. Il vise à soutenir les populations locales des districts de Sibata 1 et Baïmani à travers le développement de l'élevage amélioré de volailles, notamment des poulets locaux et de caprins. En offrant aux habitants des sources de revenus alternatives, cette initiative cherche à réduire leur dépendance aux ressources forestières de la forêt classée de Ziama et par conséquent à limiter les pratiques nuisibles à l'environnement. Nous les appuyons dans le sens que nous ne disons pas juste de ne pas détruire la forêt, mais nous menons des actions qui les permettent aussi de vivre sans détruire cette bijou qu'on a à les réserves de Ziama. Les communautés qui vivent autour de cette réserve-là pratiquent du braconnage et ils le font parce qu'ils ont aussi besoin de la protéine. Donc, suivant nos enquêtes, nous sommes focalisés sur l'élevage afin qu'on puisse trouver une alternative. Non, cela démontre déjà que, franchement, avec la réserve de biosphère de Ziama, ensemble avec les communautés, si ça continue dans cet élan, nous avons l'espoir de mener une bonne préservation dans le cadre de contrer, en tout cas, tout ce qui contribue à la dégradation de cette forêt. Classée comme patrimoine naturel, la forêt du Mont Ziama joue un rôle crucial dans l'équilibre écologique de la région. L'un des objectifs majeurs de ce projet est d'impliquer activement les communautés locales dans sa gestion durable. C'est notre première fois d'appuyer la population de Sibata, surtout à travers une dame qui est vraiment brave, qui elle a initié par ses propres moyens l'élevage des volailles, surtout des poulets locaux. Alors pour nous, l'appuyer dans l'élevage des volailles améliorées pourrait aider la population de Sibata à réduire, je le dis bien, à réduire le problème de braconnage. Au-delà de la protection de la biodiversité, ce programme représente un véritable levier de développement pour les populations locales. Il soutiendra désormais les activités économiques respectueuses de l'environnement tout en ouvrant la voie à une coexistence harmonieuse entre conservation et prospérité. Nous allons prendre à présent la direction des États-Unis d'Amérique avec un arrêt au siège des Nations Unies à New York où la Guinée prend part à la 69e session sur la condition des femmes. Plusieurs délégués venus de notre pays prennent part au débat sur plusieurs thématiques comme les avancées dans le respect des droits des femmes. La mission est conduite par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Envoyé spécial à New York, Mohamed De Camara. Comme les années précédentes, la Guinée prend part aux travaux de la 69e session sur la condition des femmes dans le monde. La délégation guinéenne est forte de plus de 80 personnes. Cette importante présence de la Guinée à cette session de 2025 matérialise la volonté des autorités de la Guinée, à sa tête le général président Mamadi Doumbouya, d'accorder une place de choix à la promotion et à la protection de la Guinéenne. On a vu que les résolutions qui étaient en attente ont été adoptées à l'unanimité. Maintenant, les débats généraux vont continuer entre aujourd'hui et demain. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la Guinée va, en marge de cette session, organiser un événement parallèle le 14 mars en mettant en avant le capital humain. C'est une excellente session qui suscite beaucoup d'intérêt dans le cadre de la défense des droits des femmes et de l'autonomisation. Au cours de la session, les avancées en matière de respect des droits des femmes seront rappelées, notamment au cours de l'événement parallèle organisé par la Guinée. Avec l'arrivée de Monsieur le Président de la République générale Mamadi Doumbouya, il y a beaucoup de choses dans l'investissement au niveau du capital humain féminin. Par exemple, il a mis en place un fonds d'appui aux activités économiques des femmes qui vient appuyer les femmes entrepreneurs et celles même qui ne sont pas entrepreneurs à aller vers des activités génératrices de revenus. Et aussi dans le cadre du méga projet Simandou, programme de développement du pays, il y a un axe sur l'éducation et notamment le Simandou Academy qui met un accent aussi particulier sur l'éducation mais surtout l'éducation des femmes. Il y a 20% d'exploitation de la mine
qui vont aller exclusivement dans l'éducation, mais les 25% seront réinvestis sur les filles qui vont évoluer vers les métiers de STEM. Le lancement de cette 69e session a permis à la délégation guinéenne, conduite par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, de faire une réunion de cadrage, l'idée est de mettre tous les membres de la délégation au même niveau d'information, une manière pour les délégués de faire une participation remarquable à cette rencontre mondiale. Dans le reste de l'actualité, l'ambassade de la République de Guinée au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord, de l'Irlande et de l'Islande a célébré le 8 mars avec la communauté guinéenne. Un panel d'échange est initié ainsi qu'une rupture collective de jeunes avec des bénédictions pour la Guinée et pour les Guinéens. Makeme Donzo. Le 8 mars de chaque année est une occasion de réflexion, de reconnaissance et d'engagement au Royaume-Uni. Les ressortissants guinéens venus de toutes les villes se sont retrouvés autour de l'ambassadeur Ali Diallo et tout son staff pour rappeler les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes, mais aussi les défis qu'il reste à relever pour bâtir une société plus juste et inclusive. J'ai profité de cette fête internationale des femmes pour passer le message de la consolidation de la culture de paix et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui, depuis son arrivée à la tête de notre pays, fait de l'autonomisation des femmes, l'emploi des jeunes et des femmes, une priorité de sa gouvernance. Le panel des femmes sur le thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation » était riche en échanges et en perspectives. Les expériences des unes et des autres ont permis de bien camper le sujet. Monsieur Mamadi Doumbouya, il faut regarder les femmes guinéennes surtout. Essayons de regarder la santé pour la femme. L'indigénat ne peut pas traiter tout. C'est vraiment un premier pas et on n'a pas eu un événement pareil ici à Londres depuis que je suis à Londres. Donc vraiment, je remercie l'ambassadeur. La rupture collective du genre, qui était l'autre forte action de cette célébration, a commencé après l'appel à la prière du muezzin et a été clôturée par des doigts formulés pour tous les Guinéens et pour la réussite de la transition. À Berlin, la célébration du mois de la femme a une touche particulière au sein de la communauté guinéenne. Tous les compatriotes sont priés en effet de s'engager en faveur de la promotion des droits des femmes. Plus qu'une fête, la cérémonie a permis de célébrer la Guinéenne, son courage et sa détermination. Alphaïsia Gaba et Alia Kamara. Dans l'histoire de la Guinée, la femme a toujours joué un rôle central, œuvrant pour la consolidation de la nation et l'équilibre de la République. Des valeurs évoquées ici à Berlin lors de la journée consacrée à la femme plurielle. Le personnel diplomatique et la communauté se retrouvent pour évoquer les différentes responsabilités tenues par les femmes en Guinée, notamment dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale. Pour les femmes guinéennes de l'ambassade que nous sommes, c'est l'occasion pour nous de rappeler l'importance de notre voix et de notre place dans la société et de nos droits à l'égalité. Nous saluons les efforts de la Première Dame, Madame Lauriane Doumbouya, pour son engagement en faveur des droits de la femme et leur rôle central dans la refondation actuelle de la Guinée. Au sein de cette forte communauté guinéenne, la célébration revêt un caractère exceptionnel et une saveur particulière sur fond d'engagement. Jeunes sages promettent de renforcer l'esprit de solidarité. L'autonomisation des femmes et des filles fait partie intégrante de la vision de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Il a posé les fondations d'un environnement propice à l'épanouissement des femmes dans tous les domaines de la vie socio-économique. Il y a tout juste 2 jours où 12 femmes ont bénéficié de la confiance du chef de l'État en les responsabilisant en tant que chef de cabinet dans les différents ministères de la République. À Berlin,
La communauté guinéenne reste soudée et attachée aux valeurs de la République. La Guinée demeure ce dénominateur commun pour lequel tous les sacrifices et engagements en faveur des femmes sont les bienvenus. Retour en Guinée pour dire que le service genre et équité du ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé également un panel sur la problématique de la formation des femmes et l'autonomisation financière des services genre de tous les départements ministériels. C'est pour permettre à ces entités d'accomplir correctement leur mission. Le panel a été doublé d'une lecture du Saint-Coran pour renforcer la paix et l'unité en Guinée. Moussa Komara. La prise en compte des dynamiques de genre et la lutte contre les inégalités femmes-hommes dans le monde professionnel constitue un enjeu majeur. C'est dans ce contexte que les femmes du ministère de la Jeunesse et des Sports prennent la parole pour interpeller le pouvoir public à renforcer l'autonomisation des services genre et équité créés dans les départements ministériels. Si ces services-là sont érigés en direction générale, quand on a une ligne budgétaire, certainement, tout ce qu'on veut faire, on pourra essayer de faire parce que le problème de genre, de l'égalité, c'est entre femmes et hommes. Ce panel est aussi l'occasion pour ces femmes de louer les efforts du gouvernement dans la promotion des femmes aux postes de décision. La sous-représentation des femmes dans les secteurs clés et la formation sont aussi abordées. La femme doit se mettre à niveau à tout moment. Quand je prends ces instances sportives, si je prends l'exemple du Comité national olympique, sur les 13 membres, quand même, il y a 5 dames qui sont responsables au sein du bureau exécutif. C'est encore lent, mais ce n'est pas rien. Mais il faut se former. Présent à ce panel, le secrétaire général du département a invité les femmes à se former pour mériter les postes de décision. Investissez-vous sur la formation. Arrêtez d'attendre qu'on vous donne. Si vous estimez que nous partons dans les mêmes écoles, nous avons les mêmes facultés mentales, nous suivons les mêmes processus, ça veut dire que nous avons les mêmes droits, ça veut dire que nous pouvons faire les mêmes choses. Ce 8 mars est l'occasion pour ces femmes du département de la jeunesse et des sports de dénoncer les violences faites aux femmes. Une lecture du Saint-Coran et des prières pour consolider la paix et l'unité nationale ont ponctué la rencontre. Le responsable de la société Alport Conakry profite également de ce mois de mars pour célébrer le savoir-faire des femmes qui évoluent dans la conduite des engins lourds et autres pratiques professionnelles réservées aux hommes. Les responsables sont engagés à promouvoir l'égalité des genres et à renforcer l'autonomisation des femmes au sein de la société. Nabilaï Moussa Kamara et Suleiman Kaba. Le mois de la femme est célébré sur le terminal conventionnel du port. Dans les bureaux comme sur le terrain, l'engagement est collectif pour promouvoir l'égalité et renforcer l'autonomisation des femmes. C'est ce métier que j'ai choisi dans ma vie, conductrice du cru. Ça fait des années que je me débrouille ici. Je plaide auprès du président de la République pour nous aider en tant que femmes. Pour mettre en lumière le savoir-faire professionnel des femmes, des politiques sont en place. Des politiques qui favorisent un environnement de travail équitable pour ces femmes, qui ne cessent d'ailleurs d'impressionner les hommes à travers la qualité de leurs prestations. Ce métier s'exerce avec beaucoup de courage. Nous, femmes, devrions nous donner la main pour travailler ensemble et on prie beaucoup pour nos chefs dirigeants. Femmes pilotes, conductrices de fourchettes, mécaniciennes et autres d'Alport sont toutes célébrées. Les femmes, chaque jour, dans les secteurs économiques, politiques, sociaux et scientifiques, jouent un rôle essentiel. Parfois invisible, mais malgré tous les obstacles, elles continuent d'avancer et de mener le combat pour l'égalité et le respect de leurs droits. Nous rendons hommage à toutes les femmes du monde entier, spécialement aux femmes du monde portuaire, leur reconnaissance et leur contribution inestimable qu'elles apportent à nos sociétés, à nos communautés et à nos entreprises. Née des luttes ouvrières du début du XXe siècle, cette journée internationale des femmes symbolise le combat universel pour la justice, l'égalité et la reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans tous les secteurs de la vie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous